Chers amis amateurs de thé francophones, bienvenue à mon deuxième cours de thé sur les Baozhong de ce semestre 2025. Je suis Stéphane Herler, le fondateur du blog Tea Masters, ainsi que de la boutique tea-masters.com. Je suis donc également celui qui goûte et qui fait la sélection de thé vraiment de très bonne qualité, qui vont des premiers, de la première récolte de thé vert de Sanxia jusqu'à la dernière récolte d'hiver, hein, en passant par les thés les plus oxydés de la côte est ou bien du lac Sun Moon Lake. On a également les thés des hautes montagnes, des plus hautes montagnes de Taïwan, avec la plus haute même plantation de Taïwan à Daoling, 104K, 104K. Et nous avons dans notre collection également des poueurs d'arbres très anciens, qui ont parfois plus de 500 ans, qui nous viennent d'Iwu, de Banzhang, de Linsang, de Lansang, hein, des endroits magnifiques. Nous avons des thés spécialement très très anciens qui nous viennent également du Yunnan, mais également des vieux oolongs et des thés qui ont été aromatisés avec des vraies fleurs, hein, pas avec des produits chimiques, mais vraiment avec des vraies fleurs. Donc vraiment une sélection assez hors du commun que vous ne trouverez pas ailleurs, seulement chez Tea Masters, parce que cette sélection, c'est moi qui l'ai faite et ça fait maintenant 20 ans que je fais ça avec passion. Et pour mieux comprendre l'été, j'ai décidé également de vous donner des cours qui sont gratuits, hein, et pour que vous en tiriez le maximum, l'idéal, c'est quand même de marier la connaissance théorique à la pratique. Pour cela, j'ai fait un petit set de 8 échantillons de Baozhong pour ce cours de ce semestre. Aujourd'hui, nous allons goûter le Baozhong Jade Excellence, qui a été récolté le 8 avril de cette année, au début du printemps. Et je vais vous dire exactement comment le préparer pour en tirer le maximum. Mais avant cela, nous allons continuer de nous plonger dans l'histoire de Taïwan à travers le Baozhong, à moins que ce soit le contraire. Nous allons nous plonger dans l'histoire du Baozhong à travers celle de Taïwan. Et nous allons expliquer que l'île de Taïwan a été en fait colonisée par les Chinois qui sont venus du Fujian durant la dynastie Qing. En fait, ça a plutôt commencé à la moitié de la dynastie Qing, qui elle-même commença en 1644, se termina en 1911. Donc c'est plutôt vers fin des années 1700 et début des années 1800 qu'on essaye de coloniser, qu'il y a plusieurs vagues de Chinois qui nous viennent soit de Fujian, parfois un petit peu de Canton et du Guangzhou. Et notamment dans la région de Wenshan, qui a donné son nom au Wenshan Baozhong, nous avons 3 familles qui ont eu l'autorisation des autorités Qing d'aller prendre ce territoire, hein. Il s'agit des familles Zhao, Gao et Lin. D'après moi, la famille Lin, c'est celle qui nous a donné ce magnifique jardin qu'on trouve à Banqiao, pas très loin de chez moi, où je vous invite à prendre le thé si vous venez à Taïwan. J'y vais très souvent avec des invités qui viennent ici. Si vous suivez mon blog, vous pouvez voir ça. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces 3 familles? Elles sont venues avec leurs mercenaires, avec leur famille étendue, hein, cousins, cousines, bras forts, et ils ont fait partir les aborigènes de la tribu des Xiolang, qui ont dû se réfugier dans les montagnes environnantes et laisser la place en plaine à ces familles chinoises qui ensuite ont pu faire venir encore plus de Chinois du Fujian pour
coloniser, pour prendre possession de ces terres et commencer à faire la culture du thé notamment. Et donc on, on voit que même administrativement et historiquement, le thé et le développement de Taïwan vont de pair. Ce n'est qu'en fait en 1887 que Taïwan est devenu une province à part entière. Autrefois, Taïwan c'était simplement un bout d'île qui appartenait au Fujian, donc la province, le Fujian est sa propre province. Et ce n'est donc qu'en 1887 que Taïwan est devenue une province à part entière. Elle est devenue de plus en plus importante grâce à son commerce florissant, notamment de thé. Et patatras, 8 ans plus tard, après la guerre entre le Japon et la Chine, qui a eu lieu autour de la Corée, la Chine a perdu cette guerre et lors du traité de paix a été obligée de céder Taïwan au Japon. Donc 8 ans après être devenue une province chinoise officiellement, elle est passée maintenant en province préfecture du royaume, de l'empire japonais en 1895. Mais cela va durer pendant 50 ans jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, quand les Japonais prennent possession de l'île, ils trouvent 3 trésors sur cette île. C'est quoi ces 3 trésors? D'abord le thé, le sucre, qui va souvent avec le thé, mais aussi le camphre. Donc la production de thé, de sucre et de camphre assure vraiment le développement économique de l'île. Et le Baozhong est un des thés qui est exporté notamment vers l'Asie du Sud-Est. Et il va continuer à être exporté jusqu'en 1924. C'est là qu'il va connaître son apogée. Donc, surtout l'Indonésie, Vietnam et la Siam, Thaïlande. Les Philippines commencent un peu plus tard, seulement en 1911 qu'on commence à exporter du Baozhong fleuri vers les Philippines, alors que c'est tout proche de Taïwan. Et on y exporte vraiment des millions de kilogrammes. Par contre, qu'est-ce qui se passe en 24? Pourquoi ce coup d'arrêt? Parce que en fait, le Japon devient un peu trop puissant pour les puissances occidentales qui contrôlent une partie de l'Asie du Sud-Est. On a la Hollande en Indonésie, on a également les Britanniques dans d'autres îles comme Singapour, la Malaisie. Vietnam, c'est la France qui contrôle. Et donc, toutes ces puissances occidentales commencent à mettre des droits de douane. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Et les droits de douane ont pour effet de faire écrouler les exportations de Baozhong vers ces pays d'Asie du Sud-Est. C'était donc une rétorsion économique contre la montée en puissance militaire du Japon. Alors, les Taïwanais sont touchés parce que maintenant ils font partie de l'Empire japonais et ils se disent qu'est-ce qu'on va faire où est-ce qu'on peut envoyer à qui vendre notre thé? Et la réponse viendra en 1932 lorsque le Japon, suite à son invasion du nord de la Chine, instaure l'état fantoche du Manchukuo. Si vous avez vu le film Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, 1987, vraiment un film que je vous recommande, très très belles images, qui retrace la vie de Puyi, qui est le dernier empereur de la dynastie Qing, et les Japonais ont l'intelligence de l'installer sur le trône de ce nouveau pays, Manchukuo, donc en 1932. Et le lien avec notre histoire, c'est que les Taïwanais vont avoir maintenant ce nouveau débouché et vont y vendre beaucoup de Baozhong fleuris, de Baozhong aromatisés avec des fleurs, notamment au jasmin.
Mais là-bas, on va pas l'appeler ça Baozhong, ils vont l'appeler Xiangpian, hein, c'est-à-dire des pétales fragrantes, des pétales odorantes. Et c'est un petit peu euh, presque ironique parce que ce Xiangpian, c'était donc un thé fait à Taïwan pour l'export, hein, d'abord l'Asie du Sud-Est et ensuite maintenant ce pays Manchukuo, ce pays fantoche. Et euh, les Chinois donc, du nord de la Chine ont pris goût au Xiangpian. Et même les soldats du Kuomintang, quand ils sont venus en 1948-49 avec Chiang Kai-shek à Taïwan, ils avaient gardé l'habitude de boire du Xiangpian. Et les Taïwanais disaient, ah tiens, ces gens qui viennent de Chine, ils ne sont pas comme nous, ils boivent un thé que nous ne buvons pas, ils boivent du Xiangpian. Pour dire, ils boivent presque ils ne boivent pas du thé taïwanais. Mais en fait, l'ironie de l'histoire, c'est que le Xiangpian était déjà un thé taïwanais qui était exporté en Chine et que les Chinois là-bas aimaient tant que quand ils sont venus à Taïwan, ils ont continué à le boire. Alors que les Taïwanais, eux, ils boivent plutôt du oolong. Mais bon, voilà, ça refermons un petit peu cette parenthèse sur l'histoire et commençons à boire un thé, le second Baozhong de notre set de 8 Baozhong. La semaine dernière, nous avons bu le Baozhong le moins cher, 17,50 $. Aujourd'hui, nous allons boire celui-ci qui coûte presque le double, 32 $ les 150 grammes. Je vous propose de les comparer côte à côte. Donc d'abord, sortez donc le Jade d'Excellence, hein, ici, récolté le 8 avril 2025. Et on va le comparer au Wenshan Baozhong, qui est également fait avec du jade. C'est là que je l'avais entreposé la semaine dernière. Et je vous avais surtout dit que la semaine dernière que les feuilles sont pas jolies. Et donc là, vous pouvez vraiment constater par la comparaison à quel point visuellement les deux thés n'ont presque rien à voir l'un avec l'autre. Hein, quand on les regarde, on se dit vraiment celui-ci, le thé le moins cher, il est visuellement beaucoup moins agréable à regarder parce qu'il y a deux sortes de feuilles. Hein, les feuilles sont tous assez grandes, mais surtout il y a des feuilles qui sont presque jaunes. Hein, mais heureusement, on avait vu la semaine dernière que ces feuilles presque jaunes n'étaient pas vraiment jaunes quand on les infusait. Par contre, pour le jade d'excellence, d'une qualité bien supérieure, nous pouvons voir que les feuilles ont une couleur bien plus harmonieuse, bien foncée pour toutes les feuilles. Leur taille est également plus similaire les unes avec les autres, ni trop grande ni trop petite. Le problème quand elle est trop grande, c'est que ce sont des feuilles trop matures, et quand elles sont trop petites, il y a un risque que les feuilles ne sont pas assez matures pour pouvoir être oxydées. On a du mal à faire un oolong avec des bourgeons. Les bourgeons, c'est pour faire du thé vert, c'est pas vraiment pour faire du oolong. Et là, la semaine dernière, ces feuilles, elles sont donc, ce que j'avais expliqué, beaucoup moins jolies visuellement, mais si on les sent, il n'y a vraiment pas grand-chose comme différence entre ces deux thés. Et c'est normal, parce que c'est pratiquement le même thé. Hein. C'est dans les deux cas des feuilles du cultivar jade, hein, Tsuyu, numéro 13. Et dans les deux cas, c'est une récolte qui nous vient du printemps et de Wenshan, et qui a été faite avec une oxydation très similaire. Juste 2 jours de différence. Vraiment, la seule différence, elle est vraiment visuelle, mais elle n'est pas tellement... à l'odeur, on ne la sent pas. Par contre,
au niveau du goût, il devrait quand même y avoir une différence. Ce qui fait que maintenant, on va réfléchir comment l'infuser bien. Alors, comme les deux thés sont tellement proches les uns des autres, l'un de l'autre, qu'il est possible de refaire pratiquement la même manière d'infuser que la semaine dernière, c'est-à-dire de l'infuser en gaiwan en porcelaine. Donc ça, je vais garder le gaiwan comme la semaine dernière, mais je réfléchis. Puisque ce thé est de qualité supérieure, si j'en utilise autant, mon coût risque de doubler. Et comme il est meilleur, en théorie, je peux l'infuser un petit peu plus longtemps. Donc, ce que je pense faire comme ajustement, c'est d'utiliser un petit peu moins de feuilles et d'infuser peut-être un petit peu plus longtemps. Ici, avec ce thé, en fait, on a un peu plus de... Si on veut bien le faire, on a un peu plus de latitude. Si on l'aime très très léger, floral, on peut l'infuser comme celui-ci de la semaine dernière, très court. Si on l'aime avec un peu plus de longueur en bouche, on peut l'infuser un peu plus longtemps. Il ne va pas devenir amer ou astringent en étant poussé un petit peu plus longtemps. Ce qui aurait été le cas avec celui-ci. Là, vraiment, il faut le faire court, surtout les premières infusions. Là, on a un petit peu plus de marge de manœuvre, donc c'est un petit peu plus simple aussi. Par contre, c'est important toujours, préchauffer le gaiwan. Je parle. Il faut préchauffer le gaiwan jusqu'à ce que le couvercle soit bien chaud. Voilà, on utilise également des coupes en céladon. Céladon, c'est en fait l'héritier de cette recherche de l'alchimie chinoise. L'alchimie européenne a essayé de transformer l'or en plomb. L'alchimie chinoise, elle a consisté à transformer la terre dans sa pierre la plus précieuse. Et la pierre la plus précieuse pour les Chinois, c'est le jade. Et cette alchimie a réussi. Eux, ils ont trouvé la formule. Ils ont réussi, en tout cas visuellement, à transformer la terre pratiquement en jade, en céladon. Et ils ont fait ça il y a déjà 1900 ans, durant la dynastie des Han de l'Est. Et ça nous a donné donc cette porcelaine verte, vert un petit peu olive, parce que le jade vient en plusieurs couleurs. Tous les jades n'ont pas un vert très très flashy, mais il y a aussi beaucoup de jades, notamment anciens, qui ont un vert un peu plus olive, presque jaunâtre. Et cette recherche presque alchimique de faire de la jade avec de la terre, c'est ça qui nous a donné les porcelaines chinoises bien avant les porcelaines occidentales. Et la jade, la couleur jade pour les ustensiles de thé, c'est celle que Louis a trouvé la meilleure pour la préparation de ces thés durant la dynastie Tang. Et pour les thés peu oxydés comme ce Baozhong, cela convient également très très bien. Voilà, comme nous parlons aujourd'hui du thé nommé jade, je voulais faire également cette petite parenthèse pour vous rappeler les origines de la porcelaine chinoise et l'importance de cette couleur liée à cette pierre précieuse chinoise. Voilà, donc aujourd'hui, je mets un petit peu moins de feuilles que la semaine dernière. De nouveau, on va verser de l'eau bouillante sur toutes les feuilles, mais doucement. De nouveau, il y a un petit peu de mousse qui se forme, c'est normal, c'est bien. Et on l'évacue
Hop, ainsi, facilement. Et je dirais que c'est déjà prêt. Belle couleur, légèrement jaune, verte. La fraîcheur est relevée par la couleur céladon des coupes. L'odeur est très bonne. Donc, en prenant environ 5 grammes, cela nous revient, vu le prix de ce thé, à un petit peu moins d'1 euro. Et c'est un thé qu'on va pouvoir infuser plusieurs fois. Donc 1 euro, c'est moins cher qu'un café au Starbucks. Ça nous montre assez rapidement que le thé, c'est un luxe, pas tellement par son prix, mais beaucoup plus par le temps qu'on lui consacre, par toute la culture, toute l'histoire qui vient avec. Euh, et mais le côté financier, pécunier, ne doit pas trop nous intéresser durant la dégustation. L'important, c'est surtout le plaisir que nous retirons du thé grâce à ses qualités olfactives et gustatives. Et c'est vraiment ça qui doit nous animer lorsque nous dégustons le thé, pas d'où il vient, ça c'est très important, mais combien on l'a payé, à la rigueur, c'est le détail le moins important de l'histoire. Le plus important, c'est ce qui se passe maintenant dans la bouche, ce dialogue des papilles avec notre cerveau, les évocations de certaines odeurs, de bouquets de fleurs qu'on a sentis dans notre enfance. Le côté très soyeux, hein, comme le baiser d'une jeune fille. Des choses comme ça qui doivent faire vibrer l'âme poétique qui est en nous. Et c'est ça cette émotion que nous recherchons dans le thé. Et superbe, j'ai ces émotions avec un thé Jade Excellence. Là, j'en profite pour lancer un petit coucou à ma cousine Jade, qui a été Miss Alsace et Dauphine Miss France du concours France Excellence. Donc l'an dernier, j'avais eu l'occasion de la revoir en février et de lui offrir un oolong Jade pour elle. Je bois à sa santé. Et à la santé de toutes les jolies filles. Surtout celles qui ne sont pas ma cousine. Ou ma nièce. Alors, revenons un petit peu à l'histoire du Baozhong. Et pour retranscrire et pour pour préserver cette histoire, on a le travail de l'Association des marchands de thé de Taïwan. Elle a été créée à la fin du 19e siècle, un peu avant l'arrivée des Japonais. Elle a changé un petit peu de nom chaque fois qu'il y avait des changements un petit peu administratifs à Taïwan. Elle a préservé beaucoup l'histoire du thé Baozhong dans le nord de Taïwan. T. Parker y est allé pour avoir accès aux archives et il les a utilisées dans son livre Baozhong Cha. D'ailleurs, il s'est même un petit peu plaint de l'archiviste qui était un petit peu trop tatillon, qui l'empêchait de faire des photocopies des documents qui étaient là. Et rien ne pouvait sortir du bâtiment, il fallait que tout soit fait sur place. Et ça l'embêtait un petit peu de ne pas pouvoir utiliser les documents à son aise, mais il reconnaissait que c'était une bonne manière de préserver tous ces documents en un seul lieu. Alors,
qu'est-ce qu'elle faisait cette association? Elle a eu plusieurs rôles durant l'histoire, avant de faire d'être de faire les archives de ce thé. Elle a surtout essayé de faire la police et de garder un haut standard de qualité pour ce thé, parce qu'il y a toujours des faussaires parmi les marchands, il y a toujours un ou deux qui essaient de prendre des raccourcis pour vendre du thé moins cher, pour ne pas respecter les normes de qualité. Il y a même certains qui ont vendu des thés réinfusés, c'est-à-dire eux ils buvaient le thé et après avoir bu le thé, ils séchaient les feuilles et les aromatisaient avec des fleurs pour les revendre. Comme c'était pour les feuilles, notamment pour les thé aromatisé, c'est plus simple à fausser et ça leur permettait de baisser les coûts et de faire des profits indus. Donc il fallait toujours un petit peu faire la police, trouver les moutons noirs parmi les membres de l'association et leur demander de mettre fin à ce genre de tromperie ou bien de les exclure, de les empêcher de faire du commerce. Ils avaient également imposé un certain nombre de standards. Hein. Alors, le standard le plus haut, c'était le Doi Cha, hein, qu'on peut traduire par extra fin, hein, qui correspondrait à une note type Parker, à une note de Parker, Robert Parker en vin de 90 ou plus. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le Rulu Cha, qui correspond à un niveau fin, hein, une note de 80. Moyen, Xiang'e Doecha, 70. Commun, Tian Doecha, hein, c'est une note 60. Et standard, le niveau plus bas, hein, Biaojun, Cha, et ça correspondrait à une note de 50 environ. Mais en fait, chaque firme quand même avait ses propres appellations, ses propres standards. Donc les choses étaient quand même plus compliquées que cela. Et surtout, chaque firme pouvait imprimer ses propres logos, ses propres images sur les paquets de baozhong. Nous avons vu la semaine dernière que le baozhong, ça veut dire simplement emballé dans une feuille. Ces feuilles, elles faisaient 38,5 cm sur 35,5 cm. Et on y imprimait, pour les baozhong fleuris, beaucoup de dessins d'animaux porte-bonheur, notamment dans la culture chinoise, des oiseaux colorés aussi, ou bien des jolies chinoises habillées, ou bien occidentales, ou bien de manière traditionnelle chinoise. Un petit peu comme de nos jours, bien autrefois dans les calendriers de jolies filles. Et le fait d'utiliser ce genre d'image sur les paquets de thé, ça nous rappelle vraiment l'art des marques, hein, d'arriver comme Louis Vuitton, Adidas, Nike, à imposer une image simple pour transmettre des valeurs, pour transmettre une attitude, et arriver à communiquer facilement avec parfois des clients, donc des Chinois qui vivaient en Asie du Sud-Est, qui peut-être qui n'arrivaient plus à écrire chinois correctement parce qu'ils avaient vécu trop longtemps, plusieurs générations en Asie du Sud-Est, mais ils avaient gardé la culture chinoise, donc on arrivait mieux à communiquer à travers des images qu'avec le texte, les caractères chinois. Donc déjà, à l'époque, un grand effort de marketing de la part de ces marchands de thé qui est à souligner et qui est intéressant quand on regarde des photos de ces anciens emballages de thé qui rappellent vraiment toute une époque. Il y a également un petit peu comme les vieux posters de vieilles marques françaises du début du XXe siècle. On voit beaucoup d'art nouveau. Donc là, pareil, on arrivait à créer un certain univers du propre au thé chinois. Voilà, voilà. Ça,
ça sera tout pour aujourd'hui. Mettez-moi un pouce vers le haut si vous avez aimé. La semaine prochaine, nous verrons le Baozhong fleuri à l'osmanthus et nous parlerons plus particulièrement des Baozhong fleuris, vu que ce sont ces thés qui sont à l'origine du Baozhong. Donc on va faire une spéciale pour les Baozhong fleuris. Merci beaucoup. Je regarde si vous avez des questions et on se retrouvera la semaine prochaine. Pas de questions, mais beaucoup de bonté. D'ailleurs, je vais en refaire. Je vous montre comment faire la seconde infusion. Toujours, je ramène mon thé, ma bouilloire, je fais un petit peu une pause pour que l'eau se calme et j'infuse très doucement. Je verse doucement. Voilà. Comme c'est la seconde infusion, on va pouvoir y aller assez vite. Est-ce qu'il est possible de voir ces emballages anciens? Les photos que j'ai pas vu beaucoup de photos sur le net. Il y en a quelques-unes dans le livre, mais elles sont en noir et blanc et de mauvaise qualité. J'avais pu en voir dans des expositions, bien parfois en cours avec T. Parker. Malheureusement, j'ai pas grand. Moi, je n'en ai pas personnellement. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais je vais essayer de voir si j'ai ça. Merci beaucoup à Pickle Rabbit aussi. Et merci à toi, Jean-Philippe, aussi pour cette question. Je vais y réfléchir. Voilà. Merci. Bon dimanche. Super, on dirait presque un thé de haute montagne. Tellement il est frais. Grâce à cette infusion rapide. Ciao, ciao.